C'était juste après l'aube, par une froide matinée de février 2019, que le ciel du Cachemire s'illumina du grondement des avions supersoniques et du staccato aigu des tirs de missiles. En quelques minutes, 5 avions indiens furent engagés, 2 abattus, d'autres en fuite, et un pilote, le commandant d'escadre Abhinandan, fut capturé vivant. Ce jour-là ne fut pas un simple combat aérien. Ce fut un moment de vérité. Un affrontement à enjeux élevés entre 2 nations dotées de l'arme nucléaire, joué à 2 fois la vitesse du son et observé par le monde entier. Mais que s'est-il réellement passé dans les airs ce jour-là? S'agissait-il d'un coup de maître tactique de l'armée de l'air pakistanaise ou d'une riposte désespérée, mal interprétée par les médias internationaux? Quelle technologie a rendu une telle interception possible? Et comment l'un des affrontements aériens les plus dangereux de l'histoire moderne de l'Asie du Sud s'est-il terminé sans une guerre ouverte? Bienvenue dans l'histoire méconnue du jour où le Pakistan affirme avoir abattu 5 avions indiens. Une histoire enfouie sous les gros titres, la propagande et le brouillard de la guerre. Dans cette plongée en profondeur, nous examinerons les données satellitaires, les enregistrements, radars et les témoignages de pilotes présents sur place. Nous retracerons l'histoire des combats aériens entre l'Inde et le Pakistan, comprendrons comment les tensions régionales ont façonné cet engagement et décrypterons la précision technique de la guerre aérienne moderne. Car il ne s'agissait pas seulement d'avions ou de frontières, il s'agissait de perception, de dissuasion et de contrôle du discours. Il s'agissait de montrer sa force sans provoquer l'anéantissement. De l'héritage tendu du conflit de Kargil au système de missiles de pointe qui définissent désormais la supériorité aérienne en Asie du Sud. Voici la véritable histoire. Brute, non édulcorée et fondée sur des faits. Et à la fin de ce documentaire, une question résonnera dans votre esprit. Lorsque 2 ennemis se rencontrent dans le ciel, avec des vies en jeu et le monde qui les regarde, qui gagne vraiment? Bien avant le combat aérien au Cachemire en 2019, bien avant que les verrouillages radars et les missiles hors de portée visuelle ne définissent le combat moderne, la guerre aérienne était bien plus simple et bien plus brutale. Le concept de supériorité aérienne est né pendant la Première Guerre mondiale, lorsque des biplans en toile, à peine capables de survoler les villes, étaient utilisés pour larguer des grenades à la main. Dès la Seconde Guerre mondiale, le pilote de chasse était devenu un symbole de précision, d'habileté et de fierté nationale. Mais ce qui a véritablement révolutionné le combat aérien, ce ne sont pas seulement les avions, c'est aussi information et. Cette histoire commence bien plus tôt que la plupart ne le pensent. L'idée même de contrôler le ciel est née de la nécessité. Lors des guerres de 1965 et 1971, entre l'Inde et le Pakistan, les combats aériens étaient brutaux, visuels et se terminaient souvent en quelques secondes. Les pilotes se fiaient à leur instinct et à leurs armes à courte portée. Il n'existait ni système de guidage GPS, ni imagerie satellite. La victoire revenait à ceux qui possédaient une meilleure manœuvrabilité, des formations plus serrées et un sang-froid d'acier. Les 2 nations sont sorties de ces conflits avec de dures leçons. Lors de la prochaine guerre, il ne s'agirait pas seulement de voler plus vite, mais aussi de voir plus loin, de frapper en premier et de survivre plus longtemps. Cette prise de conscience a déclenché une nouvelle course, non seulement pour les avions à réaction, mais aussi pour les systèmes qui les sous-tendent. Les premières stations radars ont été installées le long des frontières. Les expériences de brouillage radio ont commencé. L'interception contrôlée au sol est devenue la norme. Le concept de système intégré de défense aérienne a progressivement émergé. Un réseau où avions, radars et batteries de missiles travaillaient en tandem pour détecter et détruire les menaces imminentes. L'Inde, avec le soutien de la Russie, a investi massivement dans la technologie MiG et les missiles à guidage radar.
Le Pakistan, soutenu par les États-Unis et la Chine à différentes époques, a adopté un mélange de F-86 Sabre, de F-16 Falcon et de systèmes d'alerte avancés comme le Saab Harrier et les radars chinois KLJ-7. Mais ce qui comptait plus que les avions, c'était la doctrine. Comment chaque pays imaginait une guerre future. L'Inde a privilégié la supériorité numérique, privilégiant une flotte importante et une capacité de frappe en profondeur. Le Pakistan, en infériorité numérique et en dépenses, a opté pour une stratégie asymétrique. Agilité, précision et réactivité. Il a formé ses pilotes non seulement au combat, mais aussi à la surprise. Non seulement à la poursuite, mais aussi à l'interception. Ce changement de philosophie a conduit à la création de la stratégie pakistanaise, opération riposte rapide. Une doctrine axée sur une réponse immédiate et calibrée à toute incursion. Elle n'est pas née du jour au lendemain. Elle est le fruit de décennies de surveillance de son espace aérien, de décennies de préparation à des situations comme celle de 2019. Pendant ce temps, la guerre aérienne mondiale elle-même était en pleine mutation. Lors de la guerre du Golfe de 1991, les F-15 et F-117 américains ont montré comment la domination aérienne pouvait paralyser un ennemi avant même le début de la guerre terrestre. Pour les armées sud-asiatiques, la leçon était claire. Celui qui voit et réagit, le premier gagne. Les combats aériens se raréfiaient, remplacés par des verrouillages radars et des alertes missiles, souvent à des centaines de kilomètres de distance. Mais l'exigence de réflexes aiguisés, d'une communication rigoureuse et d'une discipline mentale restait plus vitale que jamais. À la fin des années 2000, l'Inde et le Pakistan étaient tous deux entrés dans l'ère de au-delà, de la portée. Visual Combat BVR. Les avions pouvaient désormais s'affronter sans jamais se rencontrer. Des missiles comme l'Astra indien ou l'AMRAAM pakistanais étaient capables de changer radicalement la nature des conflits aériens. Les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés. Et pourtant, malgré toutes les avancées, il a fallu un instant, un seul point d'éclair en 2019 pour que ces décennies de préparation soient mises à rude épreuve. Deux nations, deux doctrines, deux cieux rivaux. La question n'était pas seulement de savoir qui avait les meilleurs jets, la question était qui était prêt. Pour comprendre la rencontre aérienne de 2019, il faut comprendre les machines qui se cachent derrière et les esprits qui les ont construites. D'un côté, l'armée de l'air indienne s'appuyait fortement sur le Sukhoi Su-30 MKI, un redoutable biréacteur de fabrication russe, adapté aux besoins indiens. Réputé pour sa maniabilité et ses capacités de frappe à longue portée, il faisait la fierté de l'Inde. De l'autre, le Pakistan affichait sa fierté. Le JF-17 Thunder, un avion de chasse polyvalent, élégant et agile, co-développé avec la Chine. Plus petit et moins cher, il était agile, intelligemment armé et surtout assemblé localement, offrant au Pakistan un contrôle opérationnel et des possibilités de personnalisation sans précédent. Mais il ne s'agissait pas seulement de machines, c'étaient des symboles de l'évolution des doctrines aériennes. Les Sukhoi indiens étaient le fruit d'années de collaboration avec la Russie, visant à créer une force aérienne capable d'opérer en profondeur en territoire ennemi. La variante MKI, introduite au début des années 2000, était équipée de moteurs à poussée vectorielle, de radars avancés et d'une vaste gamme d'armes, dont le missile R-77, la réponse russe à l'AMRAAM américain. Cependant, la taille imposante de l'appareil le rendait visible au radar et sa complexité nécessitait un soutien terrestre important. En revanche, le JF-17 Thunder est né de la nécessité et de l'ambition. À la fin des années 1990, après que les sanctions ont limité l'accès du Pakistan aux nouveaux avions américains, le pays s'est tourné vers la Chine pour trouver une solution. Le résultat a été un chasseur léger, intégrant une avionique moderne, une capacité BVR et la capacité d'emporter diverses armes chinoises, occidentales et locales. En 2007, le premier escadron était opérationnel.
Mais ce n'est qu'avec la variante Block 2 que l'avion est devenu un atout véritablement dangereux. Doté de systèmes de liaison de données, de ravitaillement en vol et de capacités de guerre électronique supérieures, le JF-17 est devenu un symbole d'indépendance, un avion de chasse adapté à la philosophie stratégique du Pakistan. Rapide, précis et précis. Mais le matériel n'est que la moitié de l'équation. Ce qui a fait la différence en 2019, c'est conscience de la situation. Dans les années qui ont précédé l'incident de Pulwama, le Pakistan avait massivement investi dans des systèmes aéroportés d'alerte précoce et de contrôle, AEWNC. Le Saber suédois et le ZDK-03 chinois, montés sur des avions modifiés, faisaient office de radar volant, capables de suivre des centaines de cibles sur des centaines de kilomètres. Ces systèmes ne servaient pas seulement à détecter, mais aussi à guider un pilote de JF-17 n'avait pas besoin de se fier uniquement à son propre radar. Il faisait partie d'un réseau plus vaste, constamment alimenté en temps réel par des informations provenant du ciel et du sol. Cette approche de guerre centrée sur le réseau a changé la donne. Et puis vint le moment de l'allumage. Le attaque. De Pulwama le 14 février 2019, plus de 40 paramilitaires indiens ont été tués dans un attentat suicide au Cachemire. L'Inde a riposté par des frappes aériennes à Balako le 26 février, affirmant viser des camps d'entraînement terroristes au Pakistan. C'était la première fois depuis 1971 que des avions indiens pénétraient dans l'espace aérien pakistanais lors d'une frappe déclarée. Les enjeux ont explosé du jour au lendemain. La réponse du Pakistan fut immédiate, mais mesurée. L'opération Swift Retort n'était pas seulement une mesure de représailles, mais un message. Et cette planification reposait entièrement sur les systèmes lentement développés au fil des ans, les JF-17, le Saber, le réseau radar terrestre, les unités de brouillage électronique. Tous les éléments avaient été discrètement assemblés. Ils allaient désormais être utilisés ensemble. Le 27 février 2019, le Pakistan a lancé sa contre-attaque. À l'aide de JF-17 équipés de bombes intelligentes, il a délibérément ciblé des zones militaires inoccupées de l'autre côté de la ligne de contrôle, démonstration de force calibrée, destinée à éviter les pertes, mais à affirmer sa domination. Les avions indiens ont réagi en urgence. Et c'est à ce moment-là que vrai combat aérien a commencé. Ce qui a suivi était une démonstration de la synchronisation technologique d'une réunion de planification stratégique. Des pilotes pakistanais, bénéficiant du soutien des systèmes AWACS, ont utilisé des missiles hors de portée visuelle pour les intercepter. Des rapports indiquent que des JF-17 ont engagé des combats avec des missiles AMRAAM, des missiles de fabrication américaine, auparavant embarqués sur des F-16, mais désormais compatibles avec les plateformes aériennes pakistanaises. Dans le chaos, un MiG-21 Bison indien, piloté par le commandant d'escadre Abhinandan, a été abattu après avoir, semble-t-il, verrouillé un avion pakistanais et franchi la ligne de contrôle. Il s'est éjecté, a atterri sur le sol pakistanais et a été capturé vivant. L'Inde a affirmé avoir abattu un F-16 pakistanais. Le Pakistan a nié et le monde a débattu. Les responsables américains ont ensuite affirmé que tous les F-16 pakistanais avaient été retrouvés. Mais un fait demeurait indiscutable. L'Inde avait perdu un avion et son pilote. Le ciel, à cet instant, appartenait au Pakistan. Ce n'était pas seulement une victoire sur le papier, c'était la validation d'années de développement silencieux. Réseau construit, radar testé, doctrine perfectionnée, le JF-17, autrefois douté de son efficacité comme chasseur à bas prix, avait prouvé sa valeur. Et la stratégie aérienne pakistanaise, autrefois réactive, était devenue proactive. Le combat aérien de 2019 n'a pas été un feu de paille, c'était un aboutissement. Une étincelle allumée par Pulwama, mais alimentée par des années de travail technologique et stratégique. Le ciel avait changé, et le monde en avait été témoin. Pour bien comprendre ce qui s'est passé en 2019, il faut retracer l'évolution qui y a conduit.
une chronologie des avancées clés, des changements dans la doctrine militaire et des moments qui ont discrètement façonné les cieux les plus dangereux d'Asie du Sud. Après la guerre indo-pakistanaise de 1971, les deux nations en sortirent avec une fierté meurtrie et des leçons à tirer. Pour l'Inde, il s'agissait de consolider son alliance avec l'Union soviétique. Le MiG-21, déjà essentiel à l'armée de l'air indienne, devint l'épine dorsale de sa doctrine aérienne. Conçu comme un intercepteur à grande vitesse, le MiG-21 était rapide, mais dépourvu d'avionique moderne. L'Inde, néanmoins, investit dans la formation des pilotes et les infrastructures de maintenance. Le Pakistan, quant à lui, s'est tourné vers les États-Unis. Au début des années 1980, l'acquisition de F-16 Fighting Falcon, l'arrivée des États-Unis, marqua un tournant. Les capacités de vol au-delà de la portée visuelle, BVR, de l'avion, sa polyvalence et sa grande maniabilité, donnèrent immédiatement un avantage au Pakistan. Mais cet âge d'or fut de courte durée. Suite aux essais nucléaires pakistanais de 1998, les sanctions américaines ont interrompu la livraison de F-16 supplémentaires. Du jour au lendemain, les pièces détachées se sont raréfiées. La maintenance a souffert. Les pilotes s'entraînaient sur simulateurs, sans avion à leur disposition. Cet isolement a contraint le Pakistan à changer de perspective. Si l'Occident n'était plus fiable, des solutions locales devaient émerger. Cette décennie a vu la naissance des ambitions indigènes. Le Pakistan, en partenariat avec la Chine, a commencé à poser les bases de ce qui allait devenir le JF-17 Thunder. Simultanément, l'Inde a commencé à étendre ses capacités aériennes avec davantage de variantes de MiG et à planifier l'accord sur le Su-30 MKI avec la Russie, alors que la guerre de Kargil de 1999 était encore fraîche dans les mémoires. L'Inde a commencé à appliquer une doctrine de démarrage à froid, une mobilisation rapide et une guerre limitée sous un parapluie nucléaire. La puissance aérienne jouerait un rôle essentiel dans les frappes rapides et la domination de l'escalade. En réponse, le Pakistan a élaboré sa propre stratégie, riposte. Plutôt que de rivaliser avec l'Inde avion pour avion, le Pakistan privilégierait la dissuasion par la précision, la surprise et des représailles rapides. C'est à cette époque que AWACS, systèmes aéroportés d'alerte et de contrôle, ont été introduits. Ces radars aéroportés, comme le ZAB 2000 Erieye suédoise, a étendu le champ de vision du Pakistan au-delà des frontières, détectant les mouvements hostiles bien avant qu'ils n'entrent dans l'espace aérien national. Pour l'Inde, Falcon AWACS, le système embarqué à bord des avions IL-76, a commencé à entrer en service à la fin des années 2000. Ces systèmes deviendraient essentiels dans les fonctions de surveillance, de guidage et de commandement lors d'engagements aériens comme celui de 2019. En 2007, le Pakistan avait mis en service son premier escadron de JF-17. Initialement accueilli avec scepticisme, l'avion a été amélioré par bloc itératif. Variante du bloc 2, introduit en 2015, comprenait une capacité de ravitaillement en vol, une avionique améliorée et une guerre électronique renforcée. L'Inde, au cours de la même période, construisait progressivement sa flotte de chasseurs Su-30 MKI-C, avions lourds à long rayon d'action, était conçus pour des missions de supériorité aérienne et des frappes en profondeur, offrant à l'Inde puissance et prestige. Cependant, leur large surface radar les rendait plus détectables. Le Pakistan a continué de se concentrer sur guerre, réseau centré ses avions étaient peut-être moins nombreux, mais ils étaient intégrés à un réseau de connaissances du champ de bataille en temps réel, intégrant des sites radars, des centres de commandement et des contrôleurs aéroportés. À l'approche de 2019, les deux forces aériennes ont commencé à mener des exercices conjoints complexes, simulant des engagements aériens modernes, l'Inde point, de fer et puissance.
Céleste, les exercices ont testé l'état de préparation sur plusieurs lignes de front, en se concentrant sur le combat BVR, la guerre électronique et les opérations de nuit.2U, Pakistan Note, élevé et série Shaheen, organisées conjointement avec la Chine, ont été conçus pour répéter des stratégies offensives-défensives, y compris des simulations de frappes de représailles dans le cadre de protocoles Swift Retort. Derrière ces exercices se cache une vérité simple. Toute escalade devait être contrée par une réponse proportionnelle, rapide, précise et politiquement calculée. L'attentat suicide de Pulwama, le 14 février 2019, a été l'attaque la plus meurtrière contre les forces indiennes au Cachemire depuis des décennies. L'Inde a imputé la responsabilité de l'attentat à l'organisation Jaïsh-e-Mohammed, basée au Pakistan, et a juré de riposter. 12 jours plus tard, le 26 février, des Mirages 2000 Indiens ont pénétré en territoire pakistanais et largué des Mabessais sodiers. Charges utiles près de Balakot, prétendant frapper un camp d'entraînement terroriste. Le Pakistan a nié l'existence d'un tel camp et a affirmé que les bombes étaient tombées en pleine forêt. Quel que soit l'impact, la ligne rouge avait été franchie. C'était la première fois depuis des décennies que des avions de l'armée de l'air indienne pénétraient dans l'espace aérien pakistanais. Le lendemain, le Pakistan a lancé opération Swift Retort. Au moins 24 avions pakistanais, dont des JF-17 et des F-16, auraient participé à une frappe de représailles coordonnée. Leur mission était claire, riposter de la même manière, mais soigneusement calibrée pour éviter une escalade. Plutôt que de frapper des installations militaires peuplées, le Pakistan a ciblé espaces ouverts, inoccupés, près des postes militaires indiens de l'autre côté de la ligne de contrôle. Une action visant à envoyer un message sans faire de victimes civiles ou militaires. Des Su-30 MKI, des MiG-21 Bison et des Mirage 2000 indiens ont décollé. Les avions pakistanais étaient appuyés par les données en temps réel des AWACS et des radars au sol. Des brouillages électroniques et des contre-mesures ont été utilisés des deux côtés. Commandant d'escadrée Abhinandan Vartaman, aux commandes d'un MiG-21 Bison, a franchi la ligne de contrôle lors d'une poursuite et a été abattu, apparemment par un missile AMRAAM tiré depuis un F-16 pakistanais. Il s'est éjecté sain et sauf et a été capturé au Cachemire pakistanais. Dans les 72 heures, le Pakistan l'a restitué en signe de paix. L'Inde a affirmé avoir abattu un F-16 pakistanais. Une affirmation contestée plus tard par des observateurs internationaux et des sources américaines. Les deux nations se sont précipitées pour contrôler le récit. L'Inde a diffusé des images montrant des parties de missiles AMRAAM pour prouver l'implication des F-16. Le Pakistan a présenté sa flotte à l'inspection publique, affirmant qu'aucun avion n'avait été perdu. Pour le monde, c'était un aperçu de conflits aériens du XXIe siècle. Guerre en temps réel, commandement numérique, désinformation et diplomatie à grande vitesse. Les analystes militaires ont salué la stratégie du Pakistan: coordination, retenue et timing, notant que l'opération a évité une escalade inutile tout en démontrant clairement ses capacités. D'autre part, les responsables indiens ont reconnu que l'IAF avait sous-estimé la capacité du Pakistan à doctrine de préparation et de réponse. Au cours des années qui ont suivi, les deux pays ont continué à se moderniser. L'Inde intronisé Rafale Jets 2, la France équipée de missiles Météor BVR et de brouilleurs avancés. Le Pakistan a réagi en renforçant son programme JF-17 Bloc 3, comprenant radar, AESA, système d'affichage monté sur casque et un équipement de guerre électronique supérieur. Dans le même temps, le Pakistan a approfondi ses liens de défense avec la Chine et la Turquie, tandis que l'Inde a poursuivi ses collaborations avec la France, Israël et les États-Unis. Les deux parties ont renforcé leur surveillance par satellite, leur capacité de cyberguerre et leur résilience en matière de commandement et de contrôle, se préparant non seulement à des combats aériens, mais aussi à une guerre moderne à spectre complet. 983
1986. Le Pakistan installe des F-16. L'Inde agrandit sa flotte de MiG 1998. La nucléarisation modifie les règles d'engagement. 2007, le JF-17 entre en service au Pakistan. 2008-2015, le Su-30 MKI devient l'épine dorsale de l'Inde. Le Pakistan peaufine sa stratégie de riposte rapide. 2019, premier test majeur en conditions réelles de ses doctrines. 2020+, évolution vers la furtivité, le ciblage assisté par l'IA et les programmes hypersoniques. Le combat aérien de 2019 n'était pas un incident isolé. Il a marqué le point d'orgue d'une évolution longue et complexe, des combats aériens des années 1970 à la guerre numérique quasi autonome. Chaque avion, chaque signal radar, chaque missile tiré était le résultat de décennies de croissance technologique, de choix politiques et de dures leçons apprises dans le sang. Et tandis que les deux nations continuent d'évoluer, un fait demeure constant. En Asie du Sud, la bataille pour le ciel ne se résume pas à l'altitude. Il s'agit de perception, de pouvoir et de l'équilibre délicat entre la guerre et la dissuasion, un point radar à la fois. Les événements de février 2019 n'ont pas seulement marqué les registres militaires, ils ont transformé l'imaginaire collectif. En seulement 48 heures, le combat aérien est passé d'un sujet technique et lointain à un sujet de conversation. Soudain, tout le monde en parlait, AWACS, missiles, BVR et combats aériens, des termes qui n'appartenaient autrefois qu'aux briefings militaires ou aux salles de guerre secrètes. Ce moment a marqué l'intégration de la guerre aérienne, moderne dans la psyché publique de l'Asie du Sud. Pourquoi maintenant? Pourquoi 2019? Parce que pour la première fois depuis des décennies, le citoyen moyen a pu voir l'arc complet de la puissance aérienne, du lancement d'avions à réaction à l'abattage d'avions, en passant par la capture et le retour d'un pilote en temps réel. Les smartphones bourdonnaient de cartes radar, de débriefings de pilotes et de signatures thermiques de verrouillage de missiles. Les fils Twitter décortiquaient les trajectoires des missiles. YouTube regorgeait de vidéos explicatives montrant des vues de cockpit, des simulations de combats aériens réels et des animations de verrouillage radar. Des hashtags comme Abhinandan, Dogfight 2019 et Swift Retort Tendance depuis des jours. Encore, et le plus frappant, la vitesse de la réponse du public. Quelques heures après l'engagement, même clips musicaux, podcasts d'analyse et montages émotionnels ont inondé les plateformes numériques. Le visage du commandant d'escadre, Abhinandan, calme, moustachu, sirotant du thé en captivité, est devenu symbole pour les deux nations. Un héros pour l'une, un geste de paix pour l'autre. Les gouvernements ont réalisé quelque chose de crucial. À l'ère de guerre de l'information, la perception est un pouvoir. Le retour du pilote indien par le Pakistan a été chorégraphié non seulement comme un geste diplomatique, mais aussi comme un coup de maître narratif. Calme, confiant et calculé. La manifestation a été diffusée en direct et regardée par des millions de personnes. Le message était clair, nous pouvons faire grève et nous pouvons faire preuve de retenue. L'Inde, en revanche, a augmenté ses dépenses de défense et de livraison accélérée d'avions Rafale, citant les lacunes en matière de préparation révélées lors de la confrontation. Les débats parlementaires, les allocations budgétaires et les expositions de défense dans les deux pays ont soudainement eu un thème commun. Plus jamais sans préparation. Les entreprises privées de défense ont constaté un regain d'intérêt. Les spectacles aériens sont devenus des événements politiques. Le recrutement des forces aériennes a augmenté. Même le cinéma et les médias ont réagi. En quelques mois, des scénarios de films, des courts-métrages et des docu-fictions sur l'incident ont été approuvés, ancrant encore davantage l'événement dans la mémoire culturelle. Et au-delà des frontières, les observateurs mondiaux ont pris note. Pendant des décennies, l'Occident a perçu les capacités militaires de l'Asie du Sud à travers le prisme de la guerre froide. Mais 2019 a changé la donne.
la réponse aérienne coordonnée du Pakistan, avec ciblage en temps réel, guerre des réseaux et précision, a contraint les analystes de Washington, Tel Aviv et Pékin à réévaluer les capacités régionales. T2UN, revues militaires, ont commencé à publier des études de cas sur la Swift Retort comme modèle dissuasion calibré. Les groupes de réflexion internationaux ont discuté de ce combat aérien comme d'un exemple de la manière dont les États dotés de l'arme nucléaire pourraient s'engager dans une guerre limitée sans sombrer dans la catastrophe. Précédent effrayant mais stabilisant. Et peut-être plus discrètement, les peuples des deux pays ont changé. Entourés de flux satellites, de vidéos, de réactions et de guerres narratives, le public est devenu plus informé, mais aussi plus volatile. Le patriotisme a pris de l'ampleur. Mais le risque d'une indignation mal calculée a également augmenté. Le ciel n'était plus silencieux. Il était bruyant, symbolique et observé par tous. En ce sens, 2019 n'a pas été seulement une victoire tactique ou une escarmouche géopolitique. C'était une révolution dans la façon dont la puissance aérienne vivait dans la sphère publique. Comment les jets, les missiles et les pilotes sont devenus partie intégrante du flux sanguin culturel. Et une fois cette ligne franchie, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Dans les années qui ont suivi le combat aérien de 2019, le ciel de l'Asie du Sud s'est tranquillement transformé en l'un des théâtres de défense aérienne les plus avancés et les plus volatiles de la planète. Pakistan, s'appuyant sur la crédibilité acquise lors de l'opération Swift Retort, a accéléré ses plans de modernisation. Le JF-17 Thunder, autrefois considéré comme une solution économique, a subi des mises à niveau majeures. Variante du Bloc 3, lancée en 2022, a introduit une fonctionnalité révolutionnaire, radar à réseau actif à balayage électronique, AESA, auparavant réservé aux avions de 5e génération. Il était équipé d'une avionique améliorée, de systèmes de recherche et de poursuite infrarouge, IRST, et d'un nouveau système d'affichage monté sur casque permettant aux pilotes de verrouiller leurs cibles simplement en les regardant. Plus important encore, le JF-17 Bloc 3 a été conçu pour guerre numérique, l'intégration des liaisons de données, les modules de contre-mesures électroniques et les armes à distance en ont fait un élément central du réseau de combat aérien en pleine croissance du Pakistan, où le jet n'est qu'un nœud dans un écosystème en temps réel plus vaste de drones, de radars et de batteries de missiles. Entre-temps, Inde, déterminée à ne pas se laisser à nouveau distancer, a achevé son intronisation tant attendue du Dassault Rafale G français. Ces chasseurs bimoteurs polyvalents étaient équipés missiles Météor BVR, largement considérés comme l'une des armes RR les plus avancées au monde, capables de franchir des zones de non-évasion allant jusqu'à 100 km. Les cas. Rafale était également équipé de systèmes de guerre électroniques, Spectra de pointe, d'une conception furtive et d'une intégration avancée du cockpit, donnant à l'Inde un coup de pouce indispensable à sa posture de dissuasion. Mise à niveau d'origine israélienne aux avions plus anciens et aux nouveaux programmes indigènes, comme Tejas, l'Inde a commencé à s'orienter vers l'autonomie dans l'aérospatiale, avec un accent sur les futures plateformes furtives. Mais alors que les jets évoluaient, l'ELA, véritable frontière, s'est discrètement déplacée à automatisation, système sans pilote et contrôle de réseau. Les deux pays ont étendu leur TE, un programme de drones, véhicules aériens sans pilote. Le Pakistan, avec l'aide de la Chine et de la Turquie, a déployé des drones de combat dotés de capacités de frappe. L'Inde a réagi en acquérant ses propres drones et en concluant des partenariats de développement avec Israël et les États-Unis, notamment des munitions rôdeuses et des drones en essaim. Au sol, l'image radar s'est élargie. Système 2. Surveillance à longue portée, radar à réseau phasé 3D et Trésor intégré de défense aérienne, IADS, est devenu la norme.
Les systèmes de communication sont devenus plus cryptés, les cyberdéfenses plus stratifiées et la surveillance par satellite plus précise. Même le concept de l'AL pilote a commencé à changer. Les académies de formation privilégient désormais la prise de décision assistée par IA, les bibliothèques de menaces et les simulations de guerre BVR plutôt que les combats aériens rapprochés traditionnels. Le pilote n'est plus le seul combattant. Il est la pointe d'une lance numérique soutenue par des machines. Les alliances géopolitiques se sont également diversifiées. Le Pakistan a renforcé ses liens de défense avec la Chine et la Turquie, allant même jusqu'à co-développer de nouvelles armes air-sol de précision. L'Inde, quant à elle, a renforcé ses liens avec l'Alliance Quad, organisant des exercices conjoints avec les États-Unis, le Japon et l'Australie, et obtenant un accès anticipé aux données sensibles de renseignement, de surveillance et de reconnaissance ISR. Mais les progrès n'ont pas été réalisés sans controverse ou conséquences. Les militants écologistes s'inquiètent de l'expansion des forces aériennes dans les zones écologiquement sensibles, notamment le long de l'Himalaya. D'autres avertissent que l'investissement massif dans les capacités offensives pourrait déstabiliser les voies diplomatiques, réduisant ainsi les possibilités de sortie de crise. Il y a aussi le risque d'escalade omniprésent. Les deux camps, utilisant désormais des missiles BVR sophistiqués, des drones furtifs et des systèmes de guerre électroniques, tout malentendus ou ratés, pourraient déclencher une réaction en chaîne rapide et mortelle. Pourtant, au milieu de ces tensions, il y a une étrange ironie. Le combat aérien de 2019 n'a pas seulement élevé la technologie militaire, il a élevé discipline. Cela a prouvé que même sous une pression immense, il est possible de se battre, de riposter et de reculer avant d'atteindre le point de non-retour. À l'ère contemporaine, c'est peut-être le système le plus avancé de tous, le jugement humain derrière le déclencheur. Dans la longue histoire militaire, certains moments ne reflètent pas seulement le présent, ils redéfinissent l'avenir. Les événements du 27 février 2019 en sont un exemple, un engagement intense et ciblé qui n'a duré que quelques minutes et qui a pourtant résonné à travers les années, les institutions et les doctrines. Avant cela, les conflits aériens en Asie du Sud étaient surtout évoqués dans le contexte des guerres passées, 1965-1971, Kargil. Il s'agissait d'engagements de grande envergure et prolongés. Mais le combat aérien de 2019 a changé le rythme. Cela a montré qu'à l'époque moderne, même une seule grève, même une brève rencontre pouvait modifier la politique nationale, la mémoire publique et la perception internationale. Pour Pakistan, l'incident est devenu un succès militaire déterminant. Non seulement parce qu'un MiG-21 a été abattu ou un pilote capturé, mais aussi parce qu'il a validé l'évolution de la doctrine de la puissance aérienne pakistanaise. Asymétrique, agile et axé sur le renseignement. Riposte rapide n'était pas un slogan, c'était une démonstration concrète de capacité, de planification et de retenue. Il a également envoyé un message au monde. Le Pakistan est peut-être plus petit, mais il a la précision nécessaire pour réagir et la sagesse nécessaire pour désamorcer la situation. Pour INSEE fut une dure leçon de préparation et de modernisation. Malgré une supériorité numérique et des budgets plus importants, la confrontation a révélé des lacunes dans les systèmes d'alerte précoce, la coordination entre les pilotes et le commandement et la vigilance de la défense aérienne. En réponse, l'Inde a accéléré ses achats majeurs, remanié ses protocoles de commandement et renforcé son engagement en faveur d'une guerre réseau-centrée. Le retour du commandant d'escadre Abhinandan a été célébré comme un symbole de dignité et de courage, et à juste titre. Son calme, lors de sa capture, a rappelé au monde le côté humain de la guerre. À l'échelle mondiale, cet incident a remodelé la vision des stratèges sur les conflits aériens limités entre États nucléaires. Pendant des décennies, les analystes ont craint que tout affrontement direct ne déclenche une guerre à grande échelle. Mais cet épisode a montré que même dans des environnements hostiles, la précision,
la communication et le timing peuvent éviter une catastrophe. Ce fut une étude de cas dans les académies militaires du monde entier, de West Point à l'Université de défense nationale de Pékin, non pas pour la façon dont cela a commencé, mais pour la façon dont cela s'est terminé. Et c'est peut-être là le véritable héritage, que dans le chaos du feu et de la fureur, deux rivaux ont réussi à reculer. Que parmi les traînées de missiles et les impulsions radars, le calcul humain a pris le dessus sur l'escalade émotionnelle. Le combat aérien de 2019 n'était pas seulement un événement aérien. Il marquait un tournant dans l'histoire du conflit lui-même, rappelant que l'arme la plus puissante en temps de guerre pourrait bien être encore retenue. Le ciel d'Asie du Sud n'est plus seulement bleu, il est parcouru de réseaux invisibles, de surveillance, de prédiction et de réponses automatisées. Et leur complexité ne fera que croître. À l'avenir, la prochaine frontière du combat aérien ne concernera pas seulement les avions à réaction, mais aussi autonomie, IA et rapidité de prise de décision. Déjà, l'Inde et le Pakistan développent ou acquièrent des véhicules aériens de combat sans pilote, UCAV. Capables d'effectuer des frappes sans pilote humain dans le cockpit, ces drones seront plus furtifs, plus rapides et pilotés par des algorithmes, calculant les probabilités plus vite que n'importe quel cerveau humain. Il y a aussi la course silencieuse vers chasseurs de 6e génération, des avions qui ne se contenteront pas de voler et de combattre, mais qui penser, s'adapter et commander en temps réel. Les armes hypersoniques, les essaims de drones et les centres de commandement en temps réel reliés par satellite ne relèvent plus de la science-fiction. Ce sont des prototypes, et certains, comme les systèmes d'évasion de missiles basés sur l'IA, sont déjà utilisés de manière limitée. De plus, les frontières nationales pourraient ne plus être les principales lignes de défense. La prochaine guerre pourrait ne pas se dérouler uniquement dans les airs. Elle pourrait commencer dans le spectre électromagnétique, en désactivant les radars, en brouillant les satellites ou en trompant des flottes entières avec de fausses cibles. Mais au milieu de toute cette innovation se pose une question. Les machines augmenteront-elles la dissuasion ou risqueront-elles de faire des erreurs de calcul lorsque les temps de réaction passent de quelques minutes à quelques millisecondes et que les logiciels commencent à prendre des décisions fatales? Comment créer des garde-fous? C'est le défi pour la prochaine génération de commandants et pour les diplomates de la région également. Car le prochain point d'éclair pourrait ne pas survenir avec un coup de semonce. Cela peut être dû à un problème de capteur, à une erreur d'interprétation du signal radar, ou à un système d'IA faisant exactement ce pour quoi il a été programmé, sans que personne ne puisse l'arrêter. Alors que nous regardons vers l'avenir, nous vous demandons, si les batailles aériennes deviennent plus intelligentes, serons-nous suffisamment sages pour les contrôler? Si les machines se lèvent pour nous défendre, qui garantit qu'elles ne nous entraîneront pas dans la prochaine guerre et dans un ciel qui devient de plus en plus silencieux, invisible et instantané? Qui entendra le premier signe de danger et qui écoutera? Des premiers duels aériens des années 1960 au combat de précision de 2019, l'histoire du conflit aérien en Asie du Sud est une évolution technologique, doctrinale et diplomatique. Le jour où le Pakistan a abattu des avions indiens n'était pas une simple manœuvre tactique. Ce fut un moment d'attention mondiale, de fierté nationale et de retenue stratégique. Il a obligé les deux nations et le monde à reconsidérer la manière dont la puissance aérienne façonne la géopolitique moderne. Aujourd'hui, alors que les nouvelles technologies réécrivent une fois de plus les règles, les échos de ce combat aérien persistent dans les salles radars, les exercices militaires et les canaux diplomatiques secrets. Merci de vous joindre à nous pour cette plongée en profondeur dans l'une des rencontres aériennes les plus marquantes de notre époque. Si vous avez trouvé cette histoire intéressante, faites-nous une faveur, aimez cette vidéo, partagez-le avec d'autres et abonnez-vous à la chaîne pour des histoires encore plus inédites et des plongées en profondeur dans le monde réel. Et n'oubliez pas de laisser vos pensées dans les commentaires ci-dessous.